bienvenue dans Les Ambassadeurs. Saviez-vous que 2025 est l'année Art déco? On va découvrir, redécouvrir ensemble ce style artistique grâce à ces ambassadeurs que l'on va rencontrer. L'Art déco a laissé son empreinte de splendeur dans plusieurs villes dans le monde entier. À Bruxelles, bien évidemment, à Paris, à Berlin ou encore à New York. Qu'est-ce qu'il est beau, il est vraiment majestueux ce bâtiment. Avant de commencer notre exploration de l'Art déco, ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer un expert, un amoureux de ce style qui pourra nous en dire plus, car il est peut-être un petit peu moins connu que l'Art nouveau. Allez, c'est parti. Bonjour Amaury. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci, tu me donnes rendez-vous au sommet du palais de la folle chanson. Tout à fait, on voit tout Bruxelles d'ici. Oh là là. Alors explique-nous d'où vient cette expression Art déco. Alors l'Art déco, ça tient son nom de l'exposition internationale des arts décoratifs et modernes industriels de Paris 1925. Ah ouais. C'est précis. Comment on peut définir ce style par rapport à l'Art nouveau qu'on connaît bien ici à Bruxelles? L'Art déco, c'est un courant architectural qui naît en 1925 et qui va suivre l'Art nouveau. L'Art nouveau, quant à lui, débute en 1893 et s'éteint avec la Première Guerre mondiale. L'Art nouveau, on le connaît à Bruxelles principalement avec les réalisations de Victor Horta, Paul Anka, souvent des intérieurs fleuris, mais pas que, parfois géométriques. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'Art nouveau va prôner l'utilisation de l'acier, un matériau tout à fait nouveau pour l'époque. Et à l'inverse, l'Art déco, après la Première Guerre mondiale, va lui utiliser le béton. Et c'est vraiment le point central de différence entre l'Art nouveau et l'Art déco, c'est ce matériau. C'est vrai que là, ce bâtiment, on voit, c'est vraiment des lignes, des angles droits, enfin c'est plus rectiligne, tout ça. Tout à fait. Ça devait plaire à la bonne société. On devait les convaincre de passer de leurs hôtels de maître à des appartements. Et donc on va vraiment pousser et la technologie et le style à son maximum. Est-ce que d'ici, justement, on peut voir autour de nous d'autres bâtiments Art déco? Bien sûr, la résidence Ernestine, juste là, la résidence du Congo, juste là, qui sont toutes les deux de l'architecte Jean-Florian Collin, et ici, en face, le palais de la folle chanson d'Antoine Courtens. On a une idée du nombre de bâtiments Art déco, rien que dans Bruxelles? L'inventaire en répertorie à peu près 2000, mais il y en a probablement plus, peut-être un peu moins. Mais c'est vraiment un style qui va d'abord séduire la bourgeoisie et qui va perdurer jusqu'en 1940 et qui va toucher toutes les classes de la société. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Art nouveau, comme l'Art déco, c'est un art total. Donc on va vivre Art déco. On va avoir des petites cuillères Art déco, on va avoir des peignoirs Art déco, on va avoir des voitures Art déco. Et donc c'est vraiment une philosophie qui s'étend et qui prend le monde entier. Toi, t'es un passionné de ces styles, de l'architecture de manière générale. Tout à fait. D'ailleurs, tu fais visiter ces endroits comme celui-ci, le palais de la folle chanson. Exactement. Je suis co-directeur aujourd'hui d'Explore Brussels et avec nos équipes, on organise plusieurs festivals, dont le BANAD, qui se tient chaque année au mois de mars, qui est le festival Brussels Art Nouveau Art Déco Festival. Il y a plein d'activités, des visites d'intérieur, des parcours guidés, également des activités pour les familles ou pour les personnes en situation de handicap. À bien noter. Merci beaucoup, Amaury. Avec grand plaisir, Nathalie. Au revoir. Au revoir. Joyau inestimable et fierté qui dépasse largement nos frontières, la basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg méritait bien une place d'honneur dans notre escapade Art déco. Bonjour Martine. Bonjour Nathalie, bienvenue dans la basilique nationale de Koekelberg. Merci de me recevoir. C'est immense, on ne sait plus où donner de la tête. C'est la plus grande basilique Art déco au monde. C'est la 5e plus grande église du monde également. Qui est à l'origine de cette basilique, Martine? À l'origine de l'église, c'était le roi Léopold II qui voulait un lieu de culte sur le plateau de Koekelberg. Un premier architecte a été désigné et a dessiné une église néo-gothique. Mais après la Première Guerre mondiale et après le décès du roi Léopold II, cette église n'a pas été réalisée et un nouvel architecte a été désigné qui est arrivé avec un plan tout à fait innovateur pour l'époque, une église en béton armé, qui était moins onéreux évidemment à construire, pensait-on. Mais il y avait cette envie de gigantisme déjà à la commande initiale. Il était fan de Montmartre-Paris et il voulait au moins aussi grand qu'en France. Et d'ailleurs ici, quand vous regardez, vous voyez notre magnifique coupole qui pèse 43 000 tonnes. C'est quand même 5 fois le poids de la Tour Eiffel. Tout ce qui est toit de la basilique est en cuivre, donc qui a oxydé avec le temps, et donc c'est pour ça que c'est vert. Oui.
Vous voyez le petit trou au-dessus? Oui. Ça a l'air tout petit, mais en fait, c'est quand même 1 mètre de large. Oh là là. Tous les 2 ans, nous avons un rallye spéléo, puisque là, C'est vrai? nous avons un club de spéléo présent ici dans la basilique, dans les anciennes caves à charbon. Et donc, on a des spéléologues spécialisés qui descendent par ce petit trou. Au niveau de ce dôme que l'on voit à très loin dans Bruxelles, ce dôme vert, c'est devenu un phare dans la ville, un point de repère. Tout le monde connaît la basilique, tout le monde la connaît de loin, mais peu de Bruxellois y sont rentrés. Combien de personnes en moyenne viennent, des visiteurs? Au rez-de-chaussée, il y a 200 000 personnes qui rentrent par an avec tout ce qu'il y a comme activité. Il y a des concerts, il y a un tas de choses qui se passent dans la basilique. Nous avons évidemment, c'est une église avant tout, énormément d'événements religieux. Et donc au panorama, à 53 mètres, où il y a une vue sur le tout Bruxelles et même plus loin. Par beau temps, on voit la tour Centrumbout de Malines, on voit le plan de Ronquière. Et donc on a vraiment une vue sur Bruxelles à 360 degrés et on voit comment Bruxelles est vert, parce qu'il y a beaucoup de villes vertes. Merci beaucoup, Martine. Mais je vous en prie, vous êtes toujours la bienvenue. Appelez-moi, je vous ferai faire une visite guidée. Attention, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein. On continue notre balade en plein cœur de Bruxelles à la découverte de cet art déco. Pas étonnant qu'on retrouve dans ce guide, regardez, la taverne L'Espérance, une petite perle, un véritable témoin de ces années 30. Bonjour Giuseppe, vous allez bien? Et vous? Mais oui, c'est une fierté d'être dans les patrimoines exceptionnels de Bruxelles. N'est-ce pas? Ça fait combien d'années que vous êtes à la tête de cette belle taverne? 18 ans. Oui, je gère ça avec ma femme Barbara. Et nous sommes enchantés pour la ville de Bruxelles. Mais oui, finalement, c'est comme faire un bond dans les années folles quand on vient ici. Nous avons toute une clientèle qui sont nostalgiques à ces années-là. C'est resté dans son jus. Hein. Oui, c'est resté intact depuis 1930, parce qu'il a été créé en 1930. Ah, il paraît que j'ai une invitée spéciale à voir aujourd'hui. Oui, l'ancienne tenancière. Oui, je vous suis. Et voilà, je vous présente Madame Marie-Jo, l'ancienne patronne de l'établissement. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, ah oui, avec plaisir. Que je puisse vous poser plein de questions sur cet établissement. Oui. Donc c'est vous l'ancienne propriétaire? Pas la propriétaire, donc la patronne. Donc ça veut dire que cette décoration actuelle, c'est vous qui l'avez décidée? Pas tout, non. Moi, j'aimais beaucoup cet art déco des années 20, des années 30, parce que je trouve ça un établissement merveilleux, quoi. Les souvenirs me sont chers. Je ne peux pas oublier cet établissement. J'ai tenu ça 10 ans, jour et nuit. Et on s'arrête ici, on prenait une coupe de champagne. Je buvais du champagne. Mon établissement était reconnu champagne tous les jours. À n'importe quelle heure. C'était à flot le champagne ici. Quel était le profil des personnes qui venaient ici, justement, dans les années folles? Des personnalités, donc certains ministres, des magistrats. Mais qu'est-ce qu'on recherchait quand on venait ici? Mais le beau cadre, l'ambiance. C'est une brasserie uniquement, enfin un restaurant? Non, c'était pas restaurant chez moi, c'était uniquement champagne, lieu de rendez-vous, de rencontre. Rencontre coquine? Coquine, on peut dire coquine, ça fait beau, ça fait joli. Mais il y a des chambres ici ou c'est il y a des chambres ici, donc on peut passer un petit moment. Donc il y avait des filles qui avaient rendez-vous ici. Donc tout ce qui se passait à l'Espérance restait à l'Espérance. Ça doit être secret, l'Espérance. On a vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma ici. Ah oui, on a tourné 2 films ici. Donc la bande à Bono. Et Bruno Kremer aussi a tourné un film ici, que moi j'étais patronne ici. Merci beaucoup Marie-Jo pour ces souvenirs. Mais avec plaisir, tu sais. Ça m'a fait plaisir parce que j'adore cet établissement. Wow. Ces pas la conduisent vers une valeur sûre, célèbre pour sa beauté jusque dans les moindres détails. Bonjour. Bonjour Nathalie. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tu verras à l'intérieur, c'est encore plus beau. Extraordinaire. Ah oui,
Oh, mais ce lustre, il est immense. Il est immense. Et oui, ici, nous sommes donc dans le hall d'entrée de la maison, comme tu verras, à des dimensions considérables. Eh bien, figure-toi qu'il a été conçu pour accueillir ce lustre que les Van Buren ont acquis en 1925. Et ils ont même revu les plans de la maison, quitte à supprimer une chambre pour pouvoir installer cette suspension qu'ils adoraient. Ici, c'est ce qu'on appelle une maison-musée. Hein. Absolument. Waouh! Et voilà, tu découvres les salons du musée, qui était la maison de David et Alice Van Buren, donc un couple du début du XXe qui a construit cette maison entre 1924 et 1928. Ici, dans cette maison, on est vraiment dans la tradition de l'œuvre d'art totale. Donc, typiquement, les tapis ont été conçus aux dimensions des pièces. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Les éléments de mobilier, comme le canapé que tu retrouves ici, qui s'appelle le Cozy Corner, avec des magnifiques coussins de Sonia Delaunay, est fait pour accueillir sur le côté gauche le chien de la famille, Patrocle. Il y a quelque chose dans l'art déco que l'on peut s'approprier directement. Et presque sur un malentendu, on pourrait s'installer et lire un livre. C'est très tentant. C'est très tentant. On n'a pas le droit. Non, alors aujourd'hui c'est un musée, mais chaque élément est resté à sa place. Chaque fauteuil, chaque lampadaire est à sa place depuis plus de 100 ans. C'est tout à fait incroyable. Je ne connais pas d'autres exemples en Europe où les choses n'ont pas été reconstituées, réachetées. C'est une spécificité du lieu. Alice et David, c'était des personnes de la haute société. D'ailleurs, la reine venait ici également. Exactement. Ils évoluaient vraiment dans des sphères privilégiées du début du XXe. Et tu as ici le fauteuil dans lequel la reine Elisabeth venait écouter les lauréats du concours Reine Elisabeth, qui jouaient notamment sur ce magnifique piano d'Eric Satie. On est dans une magnifique maison, mais ça reste une maison à une échelle tout à fait domestique. Ce n'est pas un palais, on est dans quelque chose de chaleureux et intime. Et ça ne les a pas empêchés d'avoir des personnalités fantastiques qui venaient ici, comme je l'ai dit, la reine Elisabeth, mais aussi Jacques Prévert ou d'autres grands noms de l'époque. Ça continue par là, c'est ça? Oui, je t'en prie, allons-y. On va découvrir maintenant les jardins qui ont été construits en même temps que la maison. Donc on est milieu des années 20 et ce sont les premiers jardins en Belgique qui ont été reconnus jardins historiques par le Conseil de l'Europe. Donc pour te donner une idée de l'importance de ces jardins. Alice Van Buren était une grande amoureuse des roses et elle venait tous les jours travailler dans sa roseraie. Pendant la restauration, on a replanté différentes espèces qui étaient les espèces qui étaient référencées dans les plans originaux. C'est très poétique ici. C'est très poétique. C'est vraiment un lieu qui vit énormément aussi et on en est très fiers. Il y a des activités pour les enfants, il y a des gens qui viennent faire des réceptions privées aussi dans la magnifique roseraie. Il y a également des demandes en mariage. Le jardin étant tellement merveilleux, ça inspire beaucoup de déclarations passionnées. Et effectivement, nous avons le jardin du cœur qui s'y prête particulièrement. C'est un jardin conçu comme une déclaration d'amour de Alice Van Buren à son époux disparu, où les parterres forment des cœurs avec au centre des bégonias rouges. C'est parfait. On pourrait se perdre, c'est tellement immense. Non seulement on peut se perdre, mais surtout on peut se perdre dans le labyrinthe parce que dans cette seconde phase du jardin, commandité par Alice Van Buren, elle a également commandé un labyrinthe. J'ai vraiment l'impression d'être Alice Van Buren au pays des merveilles. Avant d'aller explorer ce labyrinthe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, en attendant, du lundi au vendredi, les ambassadeurs radio sur Vivacité. À très vite, si je trouve la sortie.